J'ai l'agnac. Bienvenue dans l'Agnac, le podcast qui vous donne l'énergie d'oser et de concrétiser vos projets. Je suis Stéphanie et avec ma fille Charline, nous vous emmenons à la rencontre de personnalités inspirantes. Ensemble, à travers leur parcours et leurs conseils pratiques, on vous donne les clés pour bouger les lignes dans votre vie, un épisode à la fois. Alors, prêt à passer à l'action ? C'est parti ! Taisez-vous, on vous écoutera. Voilà le titre du dernier livre d'Amélie Blancart. Et si le silence était votre nouvel entraînement ? Vous connaissez tous cette sensation. Vous avez quelque chose d'important à dire, mais les mots vous manquent. Ou au contraire, vous parlez beaucoup, mais personne ne vous écoute. Amélie Blancart est une experte en communication. Fondatrice du Bureau 121, une agence de conviction, elle est la plume de beaucoup de dirigeants et a publié 2 livres que j'adore, Votre parole vaut de l'or et Taisez-vous, on vous écoutera. Alors nous allons explorer comment, tout comme un sportif peaufine sa technique pour atteindre l'excellence, vous pouvez affûter votre communication pour avoir un impact plus fort. Vous souvenez-vous de ces personnes qui arrivent à vous convaincre avec si peu de mots ? Eh bien, ce n'est pas une coïncidence. Alors préparez-vous à découvrir comment gagner en confiance et oser vous exprimer ou vous taire avec assurance. Vous voulez apprendre à vous faire entendre ? C'est le moment de vous taire et d'écouter cet épisode. Alors Amélie, je suis ravie de venir te retrouver ici. J'ai eu la chance de te voir sur scène au TEDx de Chantilly, dans un TEDx qui m'a beaucoup marqué, qui était la puissance du silence. Du coup, je suis vite partie acheter tes 2 livres et vraiment, Taisez-vous, on vous écoutera, et c'est un livre qui m'a vraiment marqué. Donc je suis ravie que tu aies accepté mon interview aujourd'hui pour l'Agnac. Eh bien, moi aussi, je suis ravie. Et moi aussi, j'ai adoré ton TEDx que j'ai trouvé pétillant. Alors du coup, moi je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités. Oui. C'est quoi pour toi avoir l'Agnac ? Pour moi, avoir l'agnac, c'est ce que tu représentes là aujourd'hui devant moi. C'est avoir de l'énergie, avoir un côté très très enthousiaste. C'est ça pour moi l'agnac. C'est créer l'envie d'agir par ta propre énergie. C'est ça l'agnac. Et puis il y a un côté joyeux dans l'agnac. Il y a un côté plaisant. Donc c'est voilà. Pour moi, c'est avoir la patate. Et j'adore cette expression aussi, avoir la patate. Pourtant, une pomme de terre, ça bouge pas forcément, mais avoir la patate, c'est qu'on a une énergie de dingue. Et c'est ça l'agnac. Alors, je sais que tu as une énergie de dingue, puisque je sais aussi qu'il y a un de tes mantras, c'est que tu avais dit dans une interview que tu aimais aider les autres à oser. Oui. Alors, j'ai envie de revenir sur un peu ton parcours. D'où te vient cet amour pour les mots ? Alors ça vient d'il y a très longtemps. Moi, j'ai vécu au milieu de bibliothèques. Ma mère était prof de français. Mes parents ont toujours beaucoup lu. Et dans mon univers familial, il y a toujours eu des livres. On était baignés par la lecture. Donc, j'ai toujours vu ma mère un livre à la main. Donc, évidemment, ça aide. Et par ailleurs, dans ma famille, il y a beaucoup d'orateurs. C'est-à-dire que non seulement on lit, mais on sait parler et en plus on écrit. Tout le monde écrit dans ma famille. En fait, il était difficile pour moi d'échapper aux mots dans ce contexte. Ils étaient partout. Et cet amour des mots est né de là. Et puis, j'ajouterais que j'ai eu la chance d'avoir une fée, en l'occurrence un homme dans ma vie qui a beaucoup compté, qui compte énormément, qui s'appelle Charles Cassuto, à qui d'ailleurs je dédie mon premier livre. Et cet homme, également prof de français avec ma mère, m'a appris à aimer la littérature. Donc ça a été un passeur extraordinaire. Alors aujourd'hui, on parle de mots, mais tu es une experte en communication aussi à l'oral. D'où t'est venue cette idée quelle a été la réflexion derrière qui t'a amené à écrire ces 2 livres, donc Votre parole vaut de l'or et Taisez-vous, on vous écoutera. Quelle était l'envie derrière ? L'envie, elle était là depuis longtemps. Un livre, je crois que parfois ça se mûrit pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc j'avais très envie d'écrire ce livre. En même temps, je n'osais pas. Je n'osais pas parce que justement tout le monde écrit et puis je me disais mais non, moi c'est pas possible. Le syndrome de l'imposteur ? Oui, sans doute. Et puis je me disais mais par où on commence ?
Et ensuite, tu as écrit ton deuxième livre, Oui. Taisez-vous, on vous écoutera. Et je crois que tu as une histoire avec le silence. J'ai lu aussi que tu as mis du temps à parler, c'est ça? Oui, j'ai parlé très tard, j'ai parlé lorsque j'avais 4 ans. Je parlais un langage extrêmement particulier, paraît-il, avec mon frère et nous rions beaucoup tous les deux, mais personne ne nous comprenait. Donc je ne parlais pas français, je parlais mon langage. Et mes parents étaient assez inquiets, je dois dire. Et après, je me suis bien vengée parce que quand j'ai commencé à parler, je suis devenue très pipelette. Tellement pipelette qu'il a fallu presque opérer en moi un retour en arrière en me disant je parle trop. Et j'ai goûté la saveur du silence dans bien des moments de ma vie, à bord d'un sous-marin notamment, ou dans des abbayes, ou dans des bibliothèques. Et j'ai réalisé que c'était une alliée extraordinaire. Enfin, d'ailleurs, c'est drôle, je féminise le silence. À chaque fois, je dis une, comme si le silence était une femme. Mais enfin, voilà, c'est un allié ou une alliée extraordinaire. Et toi, est-ce qu'il y a un silence qui t'a permis quelque chose? Est-ce que tu as pu éprouver, enfin, est-ce que tu as pu tester en fait le silence? Oui, je le vis tous les jours, ce qui ne m'empêche pas de parler beaucoup et d'adorer la parole. Mais l'un va avec l'autre. Oui, c'est ce que j'allais te demander, parce que le premier livre, c'est la parole. Donc on se dit, on va apprendre à parler, parce que finalement, j'ai l'impression qu'avec notre éducation, on a un petit peu de mal à prendre la parole. Oui. Voilà. Et on lit ton deuxième livre, et là, il faut apprendre à se taire. Oui, je sais, ça paraît un peu fou. C'est en apparence un acte très contradictoire. En fait, pas du tout. Pour moi, ce livre, c'est vraiment un livre sur la parole, justement. Comment utiliser le silence pour parler encore plus finement, pour avoir une parole encore plus juste, une parole qui vous ressemble, une parole que vous avez eu le temps de choisir. Et pour ça, je me suis dit, mais en fait, la clé, c'est d'oser faire des pauses, d'oser écouter l'autre sans l'interrompre. Tu dis, tu as une phrase qui est assez rigolote, que j'ai rigolo. Tu dis, écouter l'autre n'appelle pas toujours une réponse. Oui. Et l'homme, j'ai retenu, l'homme est comme un lapin, il s'attrape par les oreilles. Oui, qui est une phrase de Mirabeau. Mirabeau. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai pouvoir en matière d'éloquence, c'est lorsqu'on écoute bien l'autre pour trouver la parole qui va finalement créer chez l'autre quelque chose. Donc, l'homme s'attrape par les oreilles, l'homme au sens de l'être humain. Effectivement, il est séduit parce qu'on a réussi à prononcer une parole qui résonne, étant donné qu'on a écouté l'autre. On nous apprend justement jamais à prendre la parole en Oui. public. Et souvent, quand je parle de l'art de l'éloquence, on me dit, mais l'art de l'éloquence, Stéphanie, c'est que pour les gens qui prennent la parole devant des centaines de personnes. Voilà. Alors, d'abord, je ne crois pas du tout que ça soit réservé à ceux qui prennent la parole devant des centaines ou des milliers de personnes. Non. Ensuite, tu me disais, mais est-ce que ça s'apprend? Mais bien sûr que ça s'apprend. Mais je dirais même qu'il y a un boulevard. Pourquoi? Et parce que nous sommes tous des apprentis orateurs. Bien sûr qu'on apprend tous les jours. On ne naît pas orateur. On ne naît pas avec une capacité d'éloquence innée. Nous sommes inégaux, certes, parce que certains osent plutôt que d'autres. Certains ont une facilité de départ qui est plus forte que d'autres. C'est vrai. On est plus ou moins timide, on est plus ou moins extraverti. On a des parents qui s'expriment parfois davantage dans des familles, qui fait que la parole est plus libre. Et puis parfois, on dit aux enfants aussi, taisez-vous. Ou au contraire, on les laisse parler dans tous les sens. Ça, c'est vrai que ça va créer les conditions d'une parole plus ou moins libérée. Mais quel est mon constat? Puisque ça fait 20 ans, 25 ans que j'accompagne des gens. Et c'est qu'en fait, bien sûr, c'est comme tout. C'est comme la bicyclette ou les maths. Ça s'apprend et puis on devient meilleur. Ou le tennis ou n'importe quel sport. Plus on apprend le bon geste, plus on pratique, meilleur on est. Donc, bien sûr que ça s'apprend. Et il faut parfois enlever, pardon, je termine juste ça, la peur de ne pas progresser ou la croyance selon laquelle, encore une fois, il y aurait des doués et des pas doués. Mais c'est pas une grâce, l'éloquence. C'est pas quelque chose qui tombe sur le berceau qu'on a ou qu'on n'a pas. Pas du tout. C'est quelque chose qui se conquiert. Et du coup, à quoi ça sert l'éloquence? Je suis sûre que tu vas plus convaincre que quand c'est moi qui essaie de le dire autour de moi. À quoi ça sert de bien savoir parler ou de bien savoir communiquer aujourd'hui? Ou de se taire? Oui. Alors,
ça- pour moi, c'est un pouvoir extraordinaire. J'allais te dire, ça sert à tout. Alors, soyons plus concrets. L'éloquence, ça sert déjà à porter des convictions. C'est très important de savoir parler de ce en quoi on croit, de savoir formuler sa pensée. Pour moi, c'est ça être un être humain. Nous sommes des êtres pensants, des êtres aussi avec des émotions, donc c'est partager qui l'on est et ce qu'on a à l'intérieur. Donc pour moi, c'est fondamental de savoir parler. C'est formidable ce qui a été décidé. Enfin, la mesure du grand oral, c'est formidable. C'est formidable parce que enfin, on commence à comprendre en France que l'écrit ne suffit pas et que dans notre quotidien, nous avons besoin de parler. Et tu me disais, mais pourquoi c'est utile? Mais c'est utile à tout. C'est utile pour demander du pain à la boulangère, c'est utile pour demander, porter un projet quand on est dans une boîte, c'est utile quand on veut convaincre la personne qu'on aime, qu'on veut aller voir ce film et pas un autre. Je ne vois pas comment on peut se passer de la parole. Et on n'a rien inventé de mieux pour se comprendre que de parler. Et pourtant, on a cette fameuse maxime qui trône dans ma tête, les écrits restent et les paroles s'envolent. Donc est-ce qu'on n'est pas dans notre éducation très marqué par l'écrit et l'oral un peu moins? On voit qu'aux États-Unis, on parle souvent facilement. En France, on est un peu plus timide. Oui, il y a effectivement une différence culturelle. Alors c'est amusant que tu cites cet adage parce que Prévert, qui est un poète que j'adore, disait le contraire. Il disait finalement les écrits s'envolent et les paroles restent. Il y a des paroles qu'on n'oublie jamais. Un prof qui vous dit tu iras loin, ça vous porte toute une vie. C'est vrai. Et un prof qui vous dit t'es nul en maths et tu le seras tout le temps, ça vous nuit aussi longtemps, tant qu'on n'a pas fait un travail d'évacuation de cette parole qui nous a marqués et qui parfois nous brime. Donc les paroles ont un pouvoir extraordinaire, positif et négatif. Donc moi je ne crois pas du tout que les paroles s'envolent, je pense qu'au contraire les paroles restent. Alors évidemment, tout le monde ira acheter ton livre, mais est-ce que tu peux faire un peu de teasing sur déjà le premier, Oui. Votre parole vaut de l'or, donner, parce que tu dis tout le monde peut apprendre. Oui. Par quoi on commence en fait? Est-ce qu'il y a 2-3 conseils que tu peux nous glisser? Oui, bien Parce sûr. que l'ANIAC, c'est aussi partager un peu ses astuces. Bien sûr. Alors déjà, premier conseil, oser parler. Osez, lorsque vous sentez ce besoin, vous exprimer. Il y en a pour qui c'est très dur, qui gardent tout en eux. Donc, osez parler et faites-le dans des cadres où c'est facile. Oui, parce qu'il y a le regard des autres. Oui, je t'interromps du coup. Justement, oui, bien sûr. Donc, ne commencez pas à parler devant des gens qui vous intimident atrocement. Osez parler à votre meilleur copain. Osez parler à une personne que vous savez très bienveillante. Ça libère. Donc, il faut commencer sur un terrain où c'est facile. Il faut s'entraîner comme ça. Je dis souvent à des gens qui travaillent dans des entreprises, déjà racontez le film que vous avez vu à vos enfants. Premier exercice. Osez demander le café dans un café et être sûr qu'on vous écoute. Vous travaillerez votre voix. Entraînez-vous dans du quotidien. Osez parler dans le bus à quelqu'un qui est assis à côté de vous et vous trouvez que, je sais pas moi, il a des super baskets, dites-lui. Ah, j'adore vos baskets. Carrément. Carrément, bien sûr. Il faut s'entraîner comme ça. Est-ce que tu as essayé un jour justement de parler comme ça Ah, mais moi, je fais ça tous les jours. Je parle tous les jours à des inconnus quand j'ai sur le cœur l'envie de leur dire quelque chose de chouette. Un compliment, c'est hyper bien. Enfin, c'est hyper bien. Ça n'a rien à voir avec la morale. Mais moi, ça me fait du bien de le dire quand je le pense. Donc là, c'est le premier conseil que tu donnes. Oser parler. Oser parler, y compris, alors à des inconnus c'est peut-être plus dur, mais oser parler à des personnes bienveillantes. Et vous allez voir, c'est le début d'une aventure et d'une conversation. Premièrement. Deuxièmement, faites court. Quand on a peur de parler, eh bien, il ne s'agit pas de tenir un monologue pendant 10 minutes. C'est un calvaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas souhaitable. C'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre sur le silence ensuite. J'allais y venir. C'est qu'en fait, la brièveté est sœur du talent, comme disait Tchekhov. Donc en fait, le but n'est pas d'occuper le crachoir et de parler tout le temps. Ça fatigue tout le monde, ça gonfle tout le monde. Et c'est pas le but. Le but, c'est pas de parler pour s'écouter. Pourquoi on parle? Mais on parle parce qu'on veut créer un lien avec l'autre. On veut partager quelque chose avec l'autre. Donc, à partir du moment où on est d'accord sur l'intérêt de la parole, eh bien, on va parler moins et mieux. Mais déjà, on admet que ça n'a pas besoin d'être long pour être fort. Et puis,
Tu me demandais un troisième conseil. En fait, on parle avec tout ce qu'on est. Parlez avec votre cœur. Donc ça, ce sont les 3 conseils pour parler. Oui. Alors, je veux en venir au silence. Oui. Mais c'est dur de faire silence. Alors, je sais qu'on apprend le silence, moi qui accompagne aussi des équipes commerciales, dans une négociation, on apprend le silence pour que l'autre livre. Mais c'est extrêmement déstabilisant de se taire. Oui, c'est très dur. C'est pour ça que pour moi, le silence est une forme de courage, surtout aujourd'hui, et de générosité. Je m'explique. Au fond, aujourd'hui, tout le monde parle. Il ne suffit plus d'être un spécialiste d'un sujet pour avoir une opinion sur un sujet. En soi, ça a beaucoup de vertus, parce que c'est une sorte de démocratisation de la parole, de libération de la parole. Mais il y a des contreparties et il y a eu des dérives. Quelles sont ces dérives ? À mon avis, à mon humble avis, les dérives, c'est quand on parle tous de tout et n'importe quoi. Je crois aussi qu'il y a une dérive qui est l'injonction de la parole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui ne s'exprime pas est considéré parfois comme un lâche, comme si on devait tout le temps s'exprimer. Mais c'est terrible comme pression. C'est une pression aussi violente, voire parfois plus violente que de dire « tais-toi, t'as pas le droit à la parole ». Parce que dire à quelqu'un « tu dois parler », c'est tout aussi violent. Donc, je trouve que ça, c'est une dérive. Et puis, nous sommes envahis de bruit. Il y a du bruit partout. Du bruit dans les parkings, du bruit dans les restaurants, du bruit, mais partout. En fait, c'est un brouhaha permanent. Donc, je trouve que le silence est devenu un luxe et qu'il faut s'autoriser aussi à parler quand on le souhaite, sur les sujets qu'on souhaite. Ça veut dire, quand je t'écoute, le silence, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir du temps. Et j'ai l'impression que le temps aujourd'hui, on en manque. Oui. Donc du coup, le silence nous ramène du temps et du temps pour de la créativité. C'est ça, hein ? Absolument, absolument. Alors, on pourrait dire aussi d'une autre façon que le silence, c'est s'octroyer du temps, en fait. Erasme avait cette phrase géniale, « hâte-toi lentement ». Nous sommes dans un monde pressé, mais ça n'est pas une raison pour parler comme un traquet et surtout pour parler à la vitesse de l'éclair. Si je parle très très vite, tu ne vas rien comprendre, je vais te créer du stress. Je trouve qu'on est dans une société où ça va trop vite. Donc moi, j'ai envie de prendre le temps. Il faut tout ralentir, en fait. Je trouve qu'il faut ralentir beaucoup de choses. Et du coup, de la même manière que je t'ai demandé 3 conseils pour apprendre à parler, oui. Est-ce que tu aurais 3 techniques, 3 conseils pour commencer à apprendre à se taire ? Oui, absolument. Mon premier conseil, ce serait de dire, accordez-vous 10 minutes par jour où vous ne parlez pas de façon consciente. Ça peut être, par exemple, sortir de votre bureau 10 minutes sans écouter votre téléphone. Très dur. Très dur. Sans envoyer un texto en marchant. Très dur. Mais juste marcher. C'est de la méditation, quelque part. Oui, absolument. Donc ça, c'est le premier conseil. Ça, c'est le premier conseil. 10 minutes par jour, vous allez voir, c'est pas facile. Non. Si vous arrivez même à 5 minutes, c'est génial. Vous commencez à vivre le silence comme étant choisi pour en voir les bienfaits sur vous. Je garantis des bienfaits assez rapides. Parce qu'en fait, c'est un temps d'apaisement. Même si vous allez être sûrement pollué par plein d'idées, c'est pas grave, ça fait partie de l'exercice. Deuxième conseil, essayez de prendre un moment pour écouter à table celui ou celle qui vous parle. Et là, vous allez décider consciemment d'écouter. Il y a du bruit autour puisqu'il y a quelqu'un qui vous parle. Mais vous décidez de ne pas réagir. C'est hyper intéressant. Ah oui. Ça, c'est ce que j'appelle l'expérience du barman. Le barman, quand il est en train de préparer son cocktail, en fait, ce qui est très, très, très intéressant, c'est que la personne en face est assise au comptoir et elle le voit faire. Mais le barman, il ne parle pas. Très peu. Et il écoute. Et alors là, généralement, la personne au comptoir vous livre sa vie. Toute sa vie. Elle en raconte plus au barman qu'à sa meilleure amie. C'est vrai. Et ça, c'est génial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, qu'est-ce que là, vous allez vivre ? Dans le premier exercice, on vit un temps pour soi et généralement d'apaisement. Dans l'exercice du barman, donc j'écoute et je m'oblige à ne pas intervenir, à écouter.
Et à peine relancé, mais c'est juste pour laisser l'autre parler, vous allez voir, la parole de l'autre se libère et ça crée quelque chose de magique. C'est-à-dire que tout à coup, les gens vous parlent vraiment. Ils vous disent des choses intimes. On brise la glace. Pour arriver un peu malheureusement vers la fin de cette interview, sinon je pourrais rester des heures et des heures. Donc il y a ces 2 livres qui sont vraiment passionnants, qu'il faut absolument lire, parce que c'est vraiment, je le redis, parce que au début je me suis dit, oh là là, je vais lire des livres sur des techniques, et en fait non, c'est vraiment, t'es entre le roman et le conseil, c'est vraiment magique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce que je sais que tu as d'autres projets, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Oh, t'es trop mignonne. J'adore ta question. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Écoute, plusieurs choses. D'abord, j'aimerais beaucoup créer cette école de l'éloquence parce que je pense que c'est un beau projet. Et mon rêve, ce serait de réunir des entreprises et puis des personnes qui ont beaucoup de mal à parler pour les aider aussi bien sur leur posture que sur l'art d'improviser, que sur la préparation d'entretiens d'embauche, par des formations qui seraient plus courtes et qui seraient financées en partie par les entreprises. Ce seraient des moments de rencontre et je rêve de cette école. L'enseignement, c'est toute ma vie. Et tout ce que je fais, c'est pour transmettre. Sinon, pour moi, c'est une parole qui serait stérile. Donc, j'ai envie que ça apporte. Donc, c'est de continuer cette logique de transmission. Et puis, il y a d'autres projets de livres. J'aimerais beaucoup écrire un livre sur la répartie, qui est un autre livre. Est-ce que ça s'apprend, la répartie? Là aussi, on se demande. Moi, je crois que oui. Je crois qu'en tout cas, ça se cultive. Mais c'est dur et ça fait rêver. Donc, j'aime bien l'idée de travailler sur des sujets qui font rêver et qui peuvent être utiles. Tout le monde a envie de parler, tout le monde a envie de paraître brillant ou de l'être. Et puis, c'est amusant, la répartie, parce qu'il y a de l'humour. Et c'est ça que j'aime. Je trouve qu'il faut restaurer de la joie dès qu'on peut. Donc mes bouquins, c'est censé être joyeux parce que je trouve que ce n'est pas des sujets graves, c'est des sujets qui doivent être légers aussi. Et alors je vais faire comme ce que tu as fait au TEDx de Chantilly et maintenant je te propose qu'on se taise. Oui. Merci Amélie. Merci beaucoup Stéphanie. Pour rester inspiré et motivé, abonnez-vous à l'Agnac le podcast sur la plateforme de votre choix et suivez-nous sur Instagram. Alors, à très vite pour de nouvelles rencontres inspirantes. Chez l'Agnac,